Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre les questions d'actualité du Sénat au gouvernement, des questions d'actualité consacrées à la crise sanitaire du coronavirus avec un dispositif particulier ici au Sénat, un nombre très réduit de sénateurs, des distances de sécurité entre les sénateurs dans l'hémicycle. 10 questions seront posées au gouvernement avec la présence du Premier ministre et de quelques ministres. D'abord des questions sur les hôpitaux sous tension et Emmanuel Macron qui a annoncé l'accélération de la production d'équipements sanitaires, de masques, de respirateurs avec la mobilisation des industriels. Il y aura également des questions économiques sur les aides aux entreprises et puis également sur le rôle des assurances dans cette crise économique qui s'annonce pour les entreprises, le rôle des assurances qui est parfois pointé du doigt. Et puis il y a un sujet qui préoccupe beaucoup les sénateurs. Le Sénat représente les territoires. Il s'agit de la couverture postale du territoire puisque la Poste a réduit considérablement son activité pour que ses agents ne soient pas contaminés. La conséquence, c'est que certains territoires ruraux se retrouvent sans couverture postale. Alors, pour parler de cette crise sanitaire, j'accueille Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise. Aujourd'hui, les premiers patients d'Île-de-France ont commencé à être transférés vers l'Ouest, notamment en Bretagne. On voit que la vague est en train de s'étendre. Cette vague qui est partie du Grand Est, elle est en train de s'étendre même à la région capitale. Vous savez, moi, je suis élue de l'Oise. Les premiers cas mortels en France... Vous pouvez vous rapprocher un petit peu du micro. Les premiers cas vraiment lourds en France qu'on a connus, qui étaient des cas de personnes qui n'avaient pas voyagé en Chine, qui n'avaient pas été en Italie, qui n'avaient pas été en contact avec qui que ce soit, apparemment, sont 2 personnes de l'Oise. Donc déjà, depuis le 27 février, dans mon département, nous sommes en mode... affrontement du virus, déjà nous avons eu beaucoup de décès, beaucoup de gens malades et nos services sanitaires sont en action depuis déjà un mois maintenant. Donc la vague, elle continue effectivement, comme vous dites, de monter, Grand Est, Hauts-de-France, Île-de-France, bien entendu, qui m'a l'air d'être particulièrement touchée, en effet. Alors, la région capitale est touchée et les plus grands hôpitaux européens ont alerté hier sur la pénurie de médicaments qui pourrait manquer dans les hôpitaux dans les jours à venir, notamment les médicaments nécessaires pour la réanimation. Qu'est-ce que doit faire l'État français pour éviter cette pénurie? Je crois que ce qui manque déjà, c'est du curare. C'est le produit qui est nécessaire pour anesthésier les gens, pour pouvoir les intuber, donc pour les mettre en réanimation. J'imagine que le gouvernement français avait peut-être aussi un peu anticipé, parce que je crois que les hôpitaux ont très bien anticipé le besoin de lits en réanimation. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'ils s'y préparent et les produits qui vont avec. Je n'ai pas de solution de ma place, là où je suis, pour dire au gouvernement français, trouvez-nous du curare et soyez efficaces. J'imagine qu'ils cherchent. Certains estiment qu'il faut être plus volontariste avec les industries pharmaceutiques et réquisitionner leur production. Ça pourrait être une solution? Oui, bien sûr que la réquisition est toujours une solution, à condition qu'elle n'ait pas d'effet sur nos importations, ce qui est aussi un des petits sujets quand on réquisitionne. Après, on devra se poser la question de la manière dont on a laissé notre industrie pharmaceutique se disperser partout sur la planète et de la manière dont on a créé nous-mêmes notre propre dépendance en matière pharmaceutique d'abord aux sociétés privées, et puis ensuite à beaucoup d'autres pays. Et la question d'un pôle public du médicament fera partie des débats qui devront être abordés quand on sera dans la reconstruction après la crise. Alors il y a une question très importante également pendant cette crise, c'est la protection des femmes. Le nombre de violences conjugales serait en train d'augmenter pendant cette période de confinement avec une hausse de 30% des signalements. Le gouvernement a créé un numéro d'alerte par SMS, le 114. C'est une bonne mesure? Oui, c'est bien. C'est bien. J'espère que ce numéro accueille aussi les enfants, parce que quand on parle de violence intrafamiliale, il faut penser femmes et il faut penser aussi enfants. D'ailleurs, il y a déjà eu un enfant qui malheureusement est décédé des violences commises par son père, je crois. Donc femmes et enfants, il faut que ce numéro soit accessible aux enfants. J'ai peut-être une proposition à faire au ministre Blanquer, comme pendant que les enfants reçoivent des cours par Internet, peut-être ce serait bien qu'il y ait un message qui s'affiche en cas de violence. Voilà le numéro qu'il faut appeler pour que l'information rentre dans les maisons et pas simplement qu'elle soit dépendante du fait que les gens puissent en sortir de la maison. Mais la priorité, et je crois que le gouvernement là-dessus est mobilisé, c'est protéger les femmes et les enfants de ce confinement qui ne peut être malheureusement qu'un facteur d'accroissement.
Et puis, durant cette séance de questions d'actualité, vous poserez une question sur les difficultés d'accès à l'interruption volontaire de grossesse pendant cette crise. Oui, j'avais attiré l'attention du ministre il y a 15 jours quand on a voté les lois d'habilitation, en expliquant que déjà on savait que les délais légaux d'IVG seraient difficiles à tenir pendant la période et de confinement et de crise sanitaire. Le ministre m'avait pris un peu de haut, voyant pas très bien ce que venaient faire ces histoires de femmes enceintes dans le débat sur les ordonnances. Eh bien, hier est sorti un appel signé par plus d'une centaine de médecins qui confirme ce qui m'avait déjà été communiqué par eux-mêmes quelques temps avant, qu'ils ont besoin de 3 mesures. La première, c'est un allongement de 2 semaines des délais légaux d'IVG, un allongement de 2 semaines de délai d'IVG médicamenteuse, celle qu'on fait à la maison, et la suppression de la 2e consultation pour les mineurs, ce qui pourrait leur permettre de satisfaire les demandes des femmes, de garantir l'accès à l'IVG sans se mettre eux-mêmes hors la loi, ce qu'ils sont prêts à faire, disent-ils dans cet appel. Et notre responsabilité, et celle du gouvernement, celle du Parlement, c'est de ne pas les amener à devoir être hors la loi. Et on écoutera la réponse du ministre de la Santé à votre question. Merci beaucoup, Laurence Rossignol, d'être venue répondre à mes questions. Et j'accueille maintenant Catherine Deroche, sénatrice Les Républicains du Maine-et-Loire. Catherine Deroche, vous allez interroger le gouvernement sur l'après, sur la phase de déconfinement. Comment on sort de cette période de confinement? Oui, en effet, le déconfinement, il doit être anticipé et il peut être anticipé. Là, on est dans l'anticipation et nous souhaitons demander au gouvernement où il en est dans la réflexion, comment se fera ce déconfinement de façon progressive et quels seront les tests qui seront développés lors de ce déconfinement. Et j'aurai également une question sur les tests, puisqu'on entend beaucoup de choses sur les différents tests et je voudrais avoir une clarification de ce sujet. Alors, on en parlait avec Laurence Rossignol, des patients franciliens sont en train d'être transférés dans l'Ouest. Il y a déjà eu des patients du Grand Est qui ont été transférés, notamment dans votre département, au CHU d'Angers. Maintenant, ce sont les hôpitaux de l'Ouest qui vont subir cette vague et qui doivent tenir. Oui, ce que nous dit le directeur de l'ARS des Pays de la Loire, c'est qu'en effet, la vague arrive, qu'il faut s'attendre à une vague importante et donc être vraiment prêt pour accepter des patients. On sait qu'il y a une tension en termes de protection individuelle, certes, mais aussi une tension en termes de matériel. Le président de la République était hier à Angers, mais il donne le délai de mi-mai pour arriver au maximum des productions. Or, on sait combien chaque jour compte, vu la progression très rapide de l'épidémie. Et justement, hier à Angers, dans l'usine Colmy, le président de la République a annoncé une accélération de la production de masques, de respirateurs, avec une dotation de 4 milliards d'euros à Santé publique France. C'est un effort suffisant selon vous ? Ça, c'est majeur. On voit qu'on a encore des professionnels du soin, qui soient à domicile dans les EHPAD, ou même des professionnels de ville, qui pour l'instant ne sont pas équipés alors qu'ils sont les plus exposés à la fois à pouvoir contaminer des patients si eux sont porteurs du virus, mais aussi à être eux-mêmes contaminés. Certains en paient d'ailleurs le prix de leur vie. Merci beaucoup Catherine Deroche. Je vous laisse regagner l'hémicycle pour le début de cette séance de questions d'actualité. Je vais maintenant accueillir Martin Lévrier, sénateur La République en marche des Yvelines. Bonjour. Bonjour Martin Lévrier. Alors j'aimerais vous interroger sur l'Union nationale, notamment l'Union nationale de la classe politique. Emmanuel Macron a eu des mots très durs hier envers, je cite, les irresponsables qui voudraient faire des procès alors qu'on n'a pas encore gagné la guerre. Les responsables politiques ne respectent pas cette Union nationale ? Grande majorité la respecte, il faut le dire clairement. Je pense qu'on a des partis que je qualifierais d'extrémistes, rien de nouveau, qui ne veulent pas la respecter parce que c'est leur fonds de commerce. Ils vivent sur la pauvreté, donc ils vivent sur la peur. Et vivant sur la peur, quelque part, le coronavirus, je vais être violent, mais les arrange. Et partant de ça, la désunion les arrangerait aussi, le chaos les arrange. Voilà. Mais la plupart, je prends les Républicains, je prends les socialistes, je prends ce qui se passe au Sénat avec tous les partis ici où il n'y a aucun problème. Il y a une entente nationale, au même titre qu'on a une entente nationale au niveau des entreprises, à tous les niveaux, au niveau des Français qui respectent le confinement. Et c'est ça qu'il faut respecter aujourd'hui. On doit être dans l'action permanente parce qu'on court après un virus qu'on ne connaissait pas. Donc c'est la course effrénée mondiale avec cette pandémie qui touche le monde entier aujourd'hui. Donc c'est l'union qui nous fera gagner cette bataille, qui est une bataille mondiale, je le rappelle. Donc les petites désunions qu'on a dans ces partis qui ne méritent pas d'intérêt pour moi. Alors, le Premier ministre et le ministre de la Santé vont être auditionnés ce soir à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une mission d'information. Du côté du Sénat, on va également auditionner les ministres concernés par cette crise sanitaire. C'est important de faire ces auditions pour suivre le travail de l'exécutif. C'est absolument essentiel. Le rôle
des parlements, enfin du Parlement, que ce soit le Sénat ou que ce soit l'Assemblée nationale, est aussi de contrôler le gouvernement. Et l'action n'empêche pas le contrôle, la confiance n'empêche pas le contrôle, et bien heureusement. Et le contrôle du contrôle permet aussi parfois des évolutions notables qui peuvent être intéressantes pour tout le monde. Donc qui dit contrôle ne dit pas opposition, loin de là. Et moi je suis très fier que les deux parlements fassent ce genre de choses et que le gouvernement, bien sûr, réponde oui immédiatement et accepte avec grande célérité ce genre de débats qui sont essentiels à la démocratie. Et il faudra attendre la rentrée pour une commission d'enquête ? Probablement. Sortons de la crise avant tout. Alors, je le disais, les hôpitaux franciliens sont sévèrement touchés en ce moment. La vague est vraiment en Île-de-France. Oui. Comment ça se passe dans votre département des Yvelines, Martin Lévrier ? Très tendu. Le département des Yvelines est un département très tendu depuis le début. On a des gros problèmes aujourd'hui, mais comme tous les hôpitaux franciliens, de stock, en particulier de médicaments pour les réanimations. Ça, on le savait, le nombre de lits, on tient encore le coup, mais c'est très compliqué, effectivement. D'accord. Est-ce que l'effort est assez fort pour l'hôpital ? Emmanuel Macron a accéléré la production de masques. Il accélère la production de masques. Vous avez vu qu'il a débloqué aujourd'hui encore 4 milliards d'euros. Donc c'est très important et c'est urgent. Mais face à l'urgence, on court. Et la course a été freinée et nous gagnerons au bout. Mais à chaque jour suffit sa peine, malheureusement. Donc on est en flux hyper tendu. Oui. Et il ne faut pas tomber. Alors il y a une urgence économique également, avec un besoin de soutien financier aux entreprises. Gérald Darmanin a lancé une sorte de coronaton, un appel aux dons pour soutenir notre économie. Est-ce que c'est une bonne initiative ? Toutes ce genre d'initiatives sont bonnes au même titre que les responsables de grandes entreprises ont décidé de faire un effort sur leur salaire, à condition qu'ils prennent le chômage technique. Donc toutes ces initiatives sont bonnes, elles sont urgentes. Nous sommes dans une crise, vous l'avez entendu, tout le monde le dit, qui est supérieure à ce qui s'est passé pendant la dernière guerre, qui est supérieure à toutes les épidémies parce qu'elle est mondiale. Donc oui, toutes les initiatives sont bonnes, toutes les initiatives de communion les uns avec les autres sont indispensables aujourd'hui, et d'entraide. Mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus coercitif avec les plus fortunés ? Par exemple, certains voudraient un ISF spécial coronavirus. Non mais ça, on y viendra après. Et la coercition, quand on est dans l'action, ne sert à rien. On ne va pas à la guerre en poussant les gens avec une baïonnette, on les va en les entraînant, et nous devons les entraîner à cette guerre. D'accord, il faut inciter à être solidaire envers les pouvoirs publics. Il faut être solidaire envers les pouvoirs publics et tous les uns envers les autres. Et vous verrez, la question que je pose d'ailleurs au gouvernement tout à l'heure concerne justement cette solidarité. La solidarité, elle est de tous avec tous, et c'est comme ça que nous gagnerons. Ça n'est pas que l'État contre ou avec les autres, c'est tout le monde avec tout le monde. Merci beaucoup Martin Lévrier. La cloche vient de sonner. C'est le début de ces questions d'actualité au gouvernement. Merci. Ernest, nous n'avons pas reçu d'observation. Je n'en vois point en séance. Il est donc adopté. Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre pays vit depuis 2 semaines, un peu plus, une période de confinement. Je tiens à saluer le civisme de nos compatriotes. Ils savent que cette épreuve doit permettre à tous nos soignants de aussi préserver, de sauver des vies. Et c'est la manifestation de la solidarité au service de tous. Et je sais que l'ensemble de nos collègues sénateurs, qu'ils soient présents ou derrière leur écran ou à l'écoute de notre séance, le relaient. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Paul Natali, qui fut sénateur de la Côte-Corse de 1998 à 2005. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, il n'avait jamais été sénateur, mais il a siégé au banc du gouvernement dans notre Assemblée. J'ai bien de souvenirs de l'avoir accueilli moi-même comme président du Sénat. C'était en novembre 2008, alors qu'il était nommé ministre chargé du plan de relance après la crise financière. C'était Patrick Devedjian. Nous avions été ensemble au gouvernement sous l'autorité du président Jacques Chirac. C'était un gaulliste convaincu, un homme cultivé, au franc-parler, dévoué à son pays, à son département et à la ville qu'il avait élue maire en 1983. Une promotion 83 auquel nous avions appartenu ensemble.
il était aussi fidèle, très fidèle, à ses racines arméniennes, dont il ne supportait pas qu'on pût oublier le drame. Je voulais tout simplement rappeler la voix forte qu'il avait eue dans cet hémicycle. Il avait une voix forte. Et au travers de mes mots, avoir en même temps une pensée pour tous ceux qui se battent en ce moment pour la vie et pour leur vie en ce moment de crise. Je vous propose d'avoir un moment à la fois de recueillement et de solidarité. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions de contrôle au gouvernement. Comme vous le voyez, nous siégeons en effectif restreint, adapté aux contraintes sanitaires, en accord avec les présidents de groupes politiques que je tiens vraiment à remercier une fois encore pour, j'allais dire, l'engagement, leur présence. Et nous aurons une conférence des présidents la semaine prochaine. J'aurai l'occasion de leur dire, mais je voulais vraiment leur dire cela et en témoigner devant tous ceux qui nous regardent. Notre séance est donc retransmise en direct sur Public Sénat, dont je salue et remercie les journalistes et les techniciens. La parole est à notre collègue Jocelyne Guidez pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Président. Donc, c'est au nom du groupe centriste que ma question concernera La Poste. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, le groupe La Poste vient d'annoncer se recentrer sur ses missions essentielles. En conséquence, depuis lundi, le courrier n'est plus distribué que 3 jours par semaine. De plus, La Poste ne maintient que 6% de ses bureaux ouverts en horaire aménagé au cas par cas. Enfin, de nombreux distributeurs de billets de la Banque Postale ne sont pas approvisionnés. Les conséquences de ce qui ressemble à une démission sont graves. En milieu rural, certaines personnes se retrouvent totalement isolées. La distribution du courrier 3 jours sur 6 va fragiliser un peu plus la presse écrite, sans parler du lien social et d'information qu'elle assure près des personnes âgées. Une situation bien peu compatible avec l'idée que les Français se faisaient de ce service public et d'une entreprise qui communique sur sa proximité et son lien avec les territoires. Encore plus grave, cette situation va couper les vivres à certains de nos concitoyens. J'ai été interpellée par une personne âgée qui n'a pour seule ressource que l'argent qu'elle retire au guichet de la Poste. C'est aussi la situation de plus de 1,5 million d'allocataires des minima sociaux qui viennent chaque mois retirer leurs espèces. Pour répondre à cette urgence, la Banque Postale va permettre les retraits d'espèces en distributeur à partir du 4 avril au lieu du 7. Et 250 bureaux de poste supplémentaires vont être ouverts pour faciliter le retrait au guichet. Comment ces mesures pourront-elles être à la hauteur de l'enjeu ? Le retrait en DAB ne sera d'aucune utilité si les DAB ne sont pas approvisionnés. Et les nouveaux guichets ouverts ne représentent qu'une fraction des bureaux fermés. À l'heure où les gens n'ont plus d'argent, où les commerçants commencent à faire des ardoises, ne peut-on pas correctement protéger les agents de la Poste pour que le service soit rendu normalement ? Pourquoi seraient-ils plus exposés dans les bureaux de poste que les commerçants de bouche qui sont ouverts ? Et n'est-il pas possible, au moins en zone rurale, de répartir les tournées restantes en les programmant dès lundi, mercredi et vendredi, au lieu de les concentrer en fin de semaine ? Je vous remercie. Merci. Et pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Madame Agnès Pannier-Runacher. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Guidez, vous avez raison, la Poste fait partie de ces services qui doivent permettre au pays de fonctionner, même dans cette période de confinement. Et c'est notre devoir d'organiser ce service indispensable à nos concitoyens, en protégeant au mieux également les salariés de cette entreprise. C'est pour cela qu'au-delà des 1600 bureaux répartis sur l'ensemble du territoire, nous avons effectivement 250 bureaux de plus qui vont, dès la semaine prochaine, assurer le paiement des prestations sociales pour que ce soit fait dans de bonnes conditions. La caisse d'allocation familiale
anticipera le versement de ces prestations et les distributeurs devront être fournis pour pouvoir effectivement payer dès ce week-end ces prestations aux bénéficiaires. Nous allons également demander, sur la base du bénévolat, l'appui de postiers qui sont aujourd'hui en télétravail pour venir sur le terrain compléter ces équipes, parce que vous avez raison, il faut continuer à maintenir un lien social. Ce lien social, c'est celui de tous les services, comme veiller sur mes patients, mes parents, Cohésio, Ardoise, et c'est également ces services de livraison de médicaments et de repas à domicile, en particulier pour les plus vulnérables. Et je veux vous dire ici que le gouvernement est particulièrement attentif à la situation. Le Premier ministre m'indiquait à l'instant qu'il ferait le point cette semaine avec les dirigeants de la Poste pour veiller à ce qu'il y ait un service sans faille sur les territoires, non seulement dans la distribution du courrier, non seulement dans la distribution de la presse écrite qui doit être renforcée en début de semaine, mais également dans tous les services et notamment de mise à disposition d'argent pour les plus vulnérables. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Martin Lévrier pour le groupe La République En Marche. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de la Jeunesse et de l'Éducation nationale, et de la Jeunesse. La pandémie que nous subissons met chaque jour en évidence le travail et l'abnégation de tout le personnel soignant qui est en première ligne, mais aussi l'indispensable travail de toutes les personnes qui agissent au quotidien, souvent dans l'ombre, pour faire fonctionner une grande part de notre économie. À toutes ces femmes, à tous ces hommes, je veux leur dire merci. Pour sortir de cette crise, pour protéger les autres, nous demandons à chacun de se confiner. À tous ces Français qui acceptent l'attente, nous devons aussi dire merci. Et parmi tous ces citoyens, nombreux s'unissent et inventent des solutions à des problématiques tournées vers les plus démunis, vers les plus vulnérables, vers ceux qui, sans aide, ne pourraient se relever de cette crise. Nous ne pouvons les laisser seuls et c'est pour ça, comprenant le besoin de les fédérer, vous avez, Monsieur le Ministre, lancé lundi dernier la réserve civique Covid-19 au travers de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Elle doit permettre à tous ceux qui le peuvent et qui le souhaitent de donner de leur temps. Cet espace d'engagement a été construit en lien avec les associations humanitaires et aux côtés des collectivités publiques de leurs structures. Il doit permettre de faire état de leurs besoins de renfort dans 4 domaines principaux. L'aide alimentaire et l'aide d'urgence, la garde exceptionnelle d'enfants, le lien avec les personnes fragiles isolées, la solidarité de proximité. Monsieur le ministre, j'aurais donc 3 questions. Combien de nouveaux bénévoles avez-vous enregistrés sur cette plateforme depuis son lancement? À titre personnel, je connais des jeunes qui souhaitent porter main forte, mais ne trouvent pas de mission dans leur commune. Comment peuvent-ils être utiles? Et enfin, quelles missions auront les préfets? Seront-ils les traits d'union entre offre et demande et inciteront-ils les associations à saisir leur offre de mission? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Monsieur Gabriel Attal. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Martin Lévrier. Dès le début de cette crise sanitaire, le Président de la République nous a appelés à relever ce défi en solidaire plutôt qu'en solitaire et à inventer de nouvelles solidarités dans un moment d'inquiétude, dans un moment d'angoisse, dans un moment de confinement où beaucoup de Français sont isolés et parfois n'ont pas la possibilité d'avoir du lien, la possibilité de sortir de chez eux. Et dès le début de cette crise, nous avons réuni avec Olivier Véran, avec Jean-Michel Blanquer, avec Christelle Dubos, les grandes associations de solidarité de notre pays pour faire le point avec elles. Et que nous ont-elles dit? Que, évidemment, 80 à 90% des activités associatives dans notre pays sont suspendues du fait du confinement et c'est bien normal. Mais qu'il y a des activités qui ne peuvent être suspendues tout simplement parce qu'elles sont vitales pour bon nombre de nos concitoyens. On parle beaucoup en ce moment des supermarchés, des courses. Il y a des Français qui ne peuvent pas aller faire leurs courses faute de moyens, qui ont l'habitude malheureusement de s'alimenter via un libre service social, via un point de distribution des Restos du Cœur. Or, ces libres services sociaux, ces points de distribution sont généralement animés par des bénévoles qui,
parfois dans leur majorité, ont plus de 70 ans. Et avec beaucoup de responsabilités, les associations ont demandé à ces bénévoles âgés de rester chez eux, confinés le plus possible. Et donc, le premier besoin que nous ont fait remonter les associations, c'est un besoin de ressources bénévoles pour continuer ces actions. C'est le sens du lancement de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr et de la réserve civique. Et ce que nous constatons, une dizaine de jours après son lancement, c'est un élan de solidarité absolument exceptionnel et sans doute inédit dans un temps aussi court dans notre pays. Ce que je peux vous annoncer, c'est que 250 000 Français ont déjà rejoint la réserve civique pour venir en aide sur le terrain aux plus démunis. 50 000 sont déjà engagés dans des missions. Vous posez une question pour des jeunes, notamment, qui seraient dans des collectivités, dans des communes où il n'y a pas de missions qui sont proposées. Tout le monde peut être utile. Et d'abord, moi, je veux rappeler un message. La première marque de solidarité, c'est de rester chez soi, en solidarité avec les soignants qui se battent, en solidarité avec nos concitoyens qui sont infectés. Sur la plateforme, tout Français peut télécharger un kit que nous avons réalisé avec l'association Voisins Solidaires, qui permet de s'engager à l'échelle de son immeuble, à l'échelle de sa rue. Il y a déjà eu 500 000 téléchargements de ce kit. Pensez à conclure. Et donc tous les Français peuvent s'engager en proximité par ce biais. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue le président Jean-Marc Gabouty, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Président, Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Bien évidemment, l'impératif sanitaire est totalement prioritaire, mais le risque d'une grave crise économique est devant nous. Le gouvernement en est totalement conscient et a réagi très rapidement avec un premier train de mesures consistantes et pertinentes. Le dispositif mis en place mériterait cependant d'être amplifié, complété et parfois précisé. J'ai deux questions à vous poser, Madame la Ministre. Pour les prêts bancaires aux entreprises avec une enveloppe de garantie de l'État de 300 milliards, le gouvernement communique avec le slogan audacieux et incitatif « Prenez dans votre banque le prêt garanti par l'État ». Le libellé suppose une certaine forme d'automaticité. Pouvez-vous confirmer que les banques ne peuvent pas refuser, de manière directe ou détournée, l'octroi de ces prêts dès lors que leurs clients répondent aux conditions d'éligibilité? Et avez-vous prévu un encadrement des taux d'intérêt hors rémunération de la garantie? Ma deuxième question porte sur le fonds de solidarité d'1 milliard d'euros qui sera majoré de 200 millions par les compagnies d'assurance. Grâce à la crise sanitaire et aux mesures de confinement qui entraînent un fort ralentissement des activités économiques et des particuliers, les assurances, sur les 40 à 50 milliards d'indemnisations au titre des dommages en année pleine, vont économiser entre 3 et 5 milliards, c'est un ordre de grandeur. Pensez-vous que leur participation annoncée de 200 millions d'euros soit à la hauteur? Ne doit-on pas aller vers un fonds de solidarité beaucoup plus ambitieux qui pourrait prendre en charge, même de manière très partielle, les pertes d'exploitation des entreprises et les pertes de revenus des indépendants, artisans, commerçants et professions libérales? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Madame Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gabouty. Vous avez raison de souligner l'importance du plan qui a été mis en œuvre par l'État pour accompagner les entreprises et en particulier les plus petites d'entre elles. Ce plan repose sur 3 piliers, le chômage partiel, le report des cotisations sociales et fiscales, 4 piliers, le fonds de solidarité et la possibilité d'obtenir des financements bancaires garantis par l'État à hauteur de 90%. Ces 300 milliards d'euros de financement bancaire garantis vont permettre effectivement aux banques de manière quasi automatique, sur la base d'instructions que nous avons établies et discutées avec les banques, de prolonger et de garantir des lignes de trésorerie pour des entreprises qui auraient une notation supérieure à un certain niveau par rapport à la notation Banque de France. Je veux ici préciser que la notation Banque de France a été bloquée dans sa situation avant crise, de manière à ce qu'il n'y ait pas de difficultés liées effectivement à l'impact de la crise. Donc on gèle la situation et pour toutes les entreprises qui sont en bonne santé avant la crise, alors le prêt doit être donné de manière quasi automatique et c'est ce que nous sommes en train d'organiser avec les banques. Sur les entreprises qui avaient déjà
des difficultés de trésorerie sans nécessairement être dans des procédures de sauvegarde. Ces entreprises-là feront l'objet d'un examen où la médiation du crédit interviendra pour trouver des solutions de compromis équilibrées. Enfin, il y a une troisième catégorie d'entreprises, ce sont les entreprises en difficulté. Celles-là, elles doivent répondre aux critères européens et c'est pour cela que nous travaillons à un plan spécifique qui mobilisera notamment le FDES. Sur les assurances, très vite, 200 millions dans le fonds de solidarité. Pourquoi pas sur les pertes d'exploitation? Parce que moins d'une entreprise sur deux ont une assurance sur la perte d'exploitation et ce sont souvent les plus grosses qui ont cette assurance. Donc ce serait relativement inégal, mais là où vous avez raison, c'est que nous pensons que les assurances doivent aller plus loin et c'est pour cela que Bruno Le Maire les mobilise, notamment sur le fait de prolonger les contrats quand bien même les entreprises auraient du mal à payer leurs primes d'assurance. Je vous remercie. Monsieur le Président Gabouty. Oui, merci Madame la Ministre. Les difficultés des entreprises sont devant nous. À court terme, il y aura d'immenses besoins de trésorerie. Vous y avez répondu, même si l'enveloppe 300 milliards risque peut-être d'être insuffisante. Mais demain, le rebond économique souhaité dépendra de la santé financière des entreprises, indispensable aux adaptations, innovations et à la relance des investissements productifs. Pour les assurances, c'était toutes les entreprises que je visais et non pas celles qui avaient déjà une assurance perte d'exploitation dans un fonds spécifique. Merci. La parole est à notre collègue Cathy Apourceau-Poly pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, le Président de la République a annoncé une dotation exceptionnelle de 4 milliards d'euros pour financer les commandes en médicaments, en respirateurs et en masques produits chez nous par nos entreprises. Il était temps. Les masques, blouses et gants arrivent au compte-gouttes, il faut bien le dire, et désormais les médicaments dont le curare commence à manquer. Les mesures tardives annoncées par votre gouvernement ne produiront malheureusement, malgré l'urgence, pas d'effet immédiat. Madame la Ministre, il y a beaucoup d'angoisse dans nos populations, de peur, chez ceux et celles qui courageusement chaque jour soignent, les aides-soignants, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens. Ils nous lancent de véritables SOS pour les aider à trouver des solutions. Les maires, les élus, le secteur associatif se mobilisent pour aider quotidiennement. Que dire des hôpitaux EHPAD qui se démènent dans des conditions difficiles partout dans nos territoires? Que dire des salariés qui travaillent pour servir et faire vivre notre pays et qui ne sont pas protégés? Que dire de celles et de ceux qui travaillent alors que leur activité n'est pas nécessaire en ce moment? Quand allez-vous réquisitionner les entreprises pour fabriquer les médicaments nécessaires comme le curare, la morphine et l'oxygène? Quand allez-vous mettre les moyens nécessaires pour produire les tests massivement à l'ensemble de la population, comme le recommande depuis le début l'OMS? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est toujours à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Apourceau-Poly. 4 milliards d'euros, c'est effectivement l'enveloppe massive qui est aujourd'hui mise à disposition des hôpitaux pour permettre de s'approvisionner en matériel complémentaire. Mais je crois que le ministre de la Santé a été très clair sur le plan qui a été anticipé et mis en œuvre depuis le début de cette crise pour approvisionner l'ensemble des hôpitaux, l'ensemble des centres hospitaliers à un moment où les consommations de masques, de gel hydroalcoolique, de médicaments sont multipliées par 10, parfois par 100, parfois par 1000 au plan mondial. Donc le sujet n'est pas d'aller réquisitionner ou d'aller nationaliser, ce n'est pas ça qui va permettre de fabriquer plus de masques ou plus de gel hydroalcoolique. Le sujet aujourd'hui, c'est d'entraîner notre industrie comme nous sommes en train de le faire. Comme nous sommes en train de le faire en ayant porté la production de masques de 13,5 millions en France à plus de 40 millions au mois d'avril. Comme nous sommes en train de le faire en mobilisant le réseau d'achat, notamment Santé publique France, qui a acheté plus d'1 milliard de masques et aujourd'hui qui est étayé par des acheteurs privés, près de 150 qui sont en appui pour équiper l'ensemble des Français. Et comme nous sommes également en train de le faire avec le gel hydroalcoolique, puisque nous avons multiplié par 10
par 10 la production de gel hydroalcoolique et nous allons construire en 50 jours autant de respirateurs que la France en a produit en 3 ans. Ça, ce sont les faits et ça permet d'accompagner effectivement la montée en puissance de nos soignants que je veux ici remercier pour leur travail remarquable, pour leur présence sans faille sur le terrain. Et c'est cette deuxième ligne qui effectivement est au travail derrière eux qui doit aujourd'hui permettre toutes ces réalisations. Sur la protection des salariés, peut-être 2 propos si je puis me permettre. D'abord, le ministère du Travail élabore des protocoles très précis pour les protéger. Et deuxièmement, en 3 semaines, nous avons élaboré de nouveaux masques en R&D. Ils sont aujourd'hui en production et ça aussi permettra de protéger l'ensemble des Français. Je vous remercie. Madame la sénatrice, vous avez 35 secondes. Oui, j'ai bien entendu vos propos, Madame la Ministre, qui ne sont pas d'ailleurs rassurants. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure. Je vous le dis, vous avez pris des retards considérables, mais peut-être que si effectivement il y a un nouveau pic cet hiver, on sera peut-être prêt. Hein. Mais enfin, la situation est dramatique. Demain, il vous faudra rendre des comptes aux soignants, mais aussi à notre population. Il faut changer de logiciel, Madame la Ministre. L'urgence vitale exige de substituer à vos dérives libérales le choix de l'intérêt général. Les réquisitions et les nationalisations sont la voie du bon sens, la voie du salut. Et vous pouvez changer de braquet en rétablissant d'urgence l'ISF par ordonnance. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Didier Marie pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, notre pays, confronté à la crise du Covid-19, connaît une situation inédite et inquiétante, tant sur le plan sanitaire qu'économique. Les mesures prises pour freiner puis stopper la propagation du virus sont prioritaires et nécessaires, mais elles frappent aussi très durement nos entreprises et leurs salariés. Qu'elles aient stoppé ou réduit leur activité, elles subissent toutes d'importantes pertes d'activité mettant en cause jusqu'à leur survie. Le gouvernement a pris des dispositions exceptionnelles pour endiguer cette catastrophe économique et sociale. Elles sont les bienvenues. Malgré cela, nombre d'entreprises, en particulier des commerces, artisans, très petites et moyennes entreprises, craignent de ne pouvoir réussir à y faire face. Beaucoup se sont tournés vers leurs assureurs, qui leur répondent ne rien pouvoir faire pour les soutenir, car les cas de pandémie sont systématiquement exclus des polices d'assurance. Elles ne les indemniseraient pas plus pour la plupart d'entre elles si l'état de catastrophe naturelle tel qu'il existe était reconnu, ne couvrant pas les pertes d'exploitation sans dommage à l'appareil productif. Aussi, Madame la Ministre, à situation inédite, réponse inédite. Comptez-vous, au nom de l'urgence, modifier le Code des assurances et déclarer un état de catastrophe naturelle et sanitaire en élargissant les conditions d'indemnisation aux pertes d'exploitation sans dommage aux biens matériels? Comptez-vous invoquer un impérieux motif d'intérêt général et saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il reconnaisse la validité d'une nouvelle loi, y compris rétroactive au premier jour du confinement? Madame la Ministre, Agnès Pannier-Runacher pour répondre à la question de notre collègue Didier Marie. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Marie. Vous posez la question de la manière dont nous allons pouvoir venir au secours des très petites entreprises, au fond. Et la réponse, nous l'avons trouvée, c'est le fonds de solidarité. Un fonds de solidarité qui vise les très petites entreprises de moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, qui vise des entreprises qui ont perdu 50% de leur chiffre d'affaires au mois de mars, qui vise les entreprises qui seront en difficulté au mois d'avril et qui vise les entreprises qui ont dû fermer pour des motifs réglementaires, par exemple. Et là, effectivement, les assureurs sont au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous puisqu'ils abonderont à hauteur de 200 millions d'euros ce fonds. Et cet argent, on sait où il ira. Il ira à ces très petites entreprises et il leur permettra à hauteur de 1 500 euros dès les premiers jours d'avril de pallier les difficultés auxquelles elles font face, au-delà des reports de cotisations sociales et fiscales que nous leur avons déjà
accordés. Ça, c'est concret, ça, c'est rapide. Ça nous paraît plus efficace et plus rapide qu'une mesure qui viendrait sous l'égide d'un retour sur une jurisprudence constitutionnelle qui est la non-rétroactivité et qui serait très fragile juridiquement, qui prendrait du temps et qui ne serait pas au rendez-vous au moment où les entreprises sont en train de souffrir sur leur trésorerie. Donc nous avons fait ce choix, c'est un choix pragmatique, c'est un choix qui engage les assureurs et je souhaite comme vous que les assureurs aillent plus loin, qu'ils aillent aussi sur les cotisations liées sur les primes d'assurance des contrats pour les entreprises qui aujourd'hui ont du mal à payer ces primes d'assurance, qu'ils aillent plus loin aussi dans les efforts qu'ils peuvent faire sur ce fonds de solidarité qui pourrait être prolongé au-delà du mois de mars comme nous pouvons l'anticiper. Monsieur Barry. Je regrette votre réponse, Madame la Ministre, car nous pensons effectivement qu'une loi aurait pu être envisagée pour que les assurances couvrent les pertes d'exploitation sans dommage de bon nombre d'entreprises. Mais puisque vous considérez que ce n'est pas possible, peut-être pourriez-vous envisager une contribution spéciale temporaire des assurances comme en 2017, de telle sorte que celles qui collectent 2,1 milliards d'euros par an au titre du risque pour perte d'exploitation puissent aller au-delà des 200 millions que vous avez évoqués. Merci. La parole est à notre collègue Emmanuel Capus pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Dans cette crise, les soignants sont en première ligne. Je tiens bien évidemment à saluer leur professionnalisme et leur dévouement. Je tiens aussi, comme vous l'avez fait, Monsieur le Président, à saluer tous nos concitoyens qui respectent les consignes et qui restent confinés chez eux. Ils contribuent également à endiguer l'épidémie. Au-delà, je voudrais saluer tous les Français qui continuent de remplir leur mission. Je pense aux caissières, aux policiers, aux militaires, aux éboueurs, aux fonctionnaires, aux routiers, aux agriculteurs et à tous ces professionnels qui continuent à travailler malgré les conditions dégradées. Pour mener la guerre contre le virus, notre pays a besoin que chacun soit à son poste. La continuité des services est indispensable au fonctionnement de notre pays. Cela vaut particulièrement pour nos services publics. Je partage à cet égard l'attachement à la continuité du service postal dans nos territoires ruraux qui a été évoqué. Il n'est pas acceptable que des postes ferment ou que le courrier et la presse ne soient plus distribués. C'est souvent aujourd'hui le seul lien avec l'extérieur, notamment pour les plus âgés. L'heure est à la mobilisation générale. La France a besoin que chacun soit à son poste pour que chacun puisse se nourrir, se chauffer, s'éclairer. L'unité nationale, c'est le geste barrière de nos institutions. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous assurer que dans les semaines qui viennent, la continuité des services indispensables à la population sera assurée? Et de façon plus précise, sur un sujet qui tient au cœur de l'Angevin que je suis, pour assurer la continuité alimentaire, encore faut-il qu'il y ait des producteurs. À cet égard, les horticulteurs, aujourd'hui, vont devoir jeter leur production. Ma seconde question très simple est donc la suivante. Pour leur donner de l'air, pourriez-vous les autoriser à commercialiser leurs plants potagers, qui sont les aliments des mois prochains? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Capus. D'abord, je veux répondre à votre deuxième question, puisque dans le cadre des arbitrages que nous venons de récemment rendre, la vente de plants potagers est considérée comme un achat de première nécessité, et donc je veux vous le dire ici. Par ailleurs, évidemment, nous travaillons à la continuité des services. Comment y travaillons-nous? En faisant le bilan avec chaque filière de façon à voir quels sont les grains de sable qui empêchent cette continuité. Ces grains de sable, on les connaît, c'est la logistique, c'est l'approvisionnement, c'est la capacité pour les salariés à exercer leur métier et c'est la crainte qu'ils peuvent avoir légitimement de l'exercer dans les meilleures conditions sanitaires. C'est pour cela que le ministère de la Santé travaille avec le ministère du Travail à préciser très exactement les conditions dans lesquelles ce travail doit être exercé, à rappeler comment les gestes barrières et les mesures de distanciation peuvent être mis
effectivement en place dans des conditions de travail, comment on peut équiper l'ensemble des salariés. Ça peut être des plaques de plexiglas qui séparent et qui distancient les personnes dans un commerce, le client du caissier, par exemple. Ça peut être d'autres mesures et nous travaillons filière par filière à accompagner ces mesures. Nous y travaillons aussi en mettant à disposition sur une plateforme gérée par la Direction générale des entreprises un certain nombre de matériaux de protection. Je pense au gel hydroalcoolique qu'ils peuvent acheter directement. Je pense à des masques. Je pense aux masques textiles que nous sommes en train de produire. Et vous interrogez à raison de 480 000 masques textiles par jour. Alors, comme ils sont réutilisables, ce sont des productions qui sont en réalité massives. Donc voilà, très concrètement, toutes les façons d'assurer la continuité du service dans notre pays. Monsieur Capu, quelques secondes, non? 5 secondes. Merci pour les horticulteurs. Et puis pour les postes, c'est vrai que ça touche malheureusement les territoires ruraux les plus isolés. Merci. Je donne la parole à Madame Catherine Deroche pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, ma chère collègue. Président, Monsieur le Ministre, un constat. La tension sur les protections individuelles, sur les matériels lourds, les respirateurs, les médicaments. Alors certes, les masques commandés arrivent, mais ils sont pour l'instant réservés par priorité au personnel soignant au contact, notamment des malades hospitalisés, mais peu encore sur le domicile, l'EHPAD ou les soins de ville. Et sur les matériels, le président de la République hier à Angers a annoncé la mi-mai pour la production maximale, mais chaque jour qui passe est un jour qui compte. Des questions. La première, les essais cliniques. Pourquoi ne pas envisager un essai clinique sur des médicaments type hydroxychloroquine, mais par les médecins de ville sur des formes plus modérées et des patients plus jeunes pour éviter une hospitalisation? Deuxième point, comment seront indemnisés les professionnels de santé, kinés ou dentistes qui ont fermé leur cabinet mais qui participent à la réserve sanitaire ou aux urgences et dont les assurances couvrent mal la perte d'exploitation? Et troisième point, celui du déconfinement. Celui-ci, il doit être anticipé et il doit être réussi pour éviter une deuxième vague. Comment l'envisagez-vous? Et dans ce déconfinement, quid des tests? On entend un test sérologique rapide annoncé à Rennes. Les laboratoires départementaux, des conseils départementaux sont prêts à apporter toute leur part dans les tests, mais ils n'ont toujours pas d'accord du gouvernement. Donc un message aussi, Monsieur le Ministre, soyez ferme sur le confinement, nous sommes derrière vous. En effet, c'est pour l'instant notre meilleur atout de protection, donc pas de dérogation même pendant les vacances, et surtout vraiment soutien aux policiers qui vont dans des quartiers difficiles assurer ce déconfinement, et puis de l'assouplissement, du décloisonnement, pas de tatillonnerie, si je puis dire, administrative qui freine les choses. Sachez-le, le Sénat et notre groupe, il est là pour être le porte-voix des territoires, collectivités et celles et ceux qui sont au contact des patients, risquent parfois leur vie, mais absolument pas dans la polémique. Pour vous répondre, la parole est à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Catherine Deroche, merci pour vos questions. Je vais tâcher de répondre à la plupart d'entre elles. D'abord, vous dire qu'il n'y a pas de vacances pour le virus, et donc il n'y a pas de vacances pour le confinement. Et là, je veux être extrêmement clair, nous voulons être extrêmement clairs sur le fait que ce n'est pas parce qu'il y a des vacances que tout d'un coup les Français peuvent quitter leur lieu de confinement pour aller vers d'autres lieux. Je comprends les difficultés que cela représente pour les Français d'être confinés depuis plusieurs semaines, mais encore une fois, il y va de la vie des Français, de la santé de nos concitoyens. J'ai indiqué hier qu'une étude anglaise montrait que toutes les 10 minutes de confinement, nous sauvons une vie dans notre pays, et ça va aller en s'accélérant. Deuxième chose, vous posez la question des tests rapides et notamment les tests rapides bretons. Je voulais vous rassurer, les tests rapides de cette entreprise breton font l'objet d'une saisine et d'une commande publique, pour 500 000 euros, je crois, de tests. Nous sommes, de manière à pouvoir vérifier que ces tests correspondent à tous les critères attendus de qualité en termes de sensibilité et de spécificité du rendu des examens. Et nous avons demandé à l'entreprise de nous produire le maximum de tests dès qu'elle le pourrait, sitôt que nous aurons qualifié ces tests-là. Donc nous sommes maintenant dépendants des chaînes de production, pas avant fin avril, je crois, sans vous dire de bêtises, mais évidemment,
partout dans le monde, je l'ai déjà dit, dès qu'il y a des tests efficaces qui sont produits, c'est encore mieux quand ils sont français, sans doute encore mieux quand ils sont bretons, diront certains, nous les achetons pour pouvoir les fournir au marché français. Vous dire sur les études cliniques, oui madame la sénatrice, il y a non pas une ni deux, mais au moins 3 études cliniques qui testent différents médicaments en prophylaxie, sur les formes peu sévères, avec des études contre placebo, des études contre d'autres formes de traitement. Il y a une étude qui démarre à Angers, qui teste l'hydroxychloroquine. Il y a une étude à Montpellier qui a démarré, qui teste l'hydroxychloroquine et la bithérapie hydroxychloroquine azithromycine dans les formes légères, peu symptomatiques. Et il y a une étude en prophylaxie qui est en cours d'examen du CPP pour vérifier qu'elle correspond aux critères de règles éthiques. Donc nous sommes, pardon pour l'expression, à fond sur les études dès que nous pouvons en conduire et qu'elles peuvent nous apporter des nouvelles importantes. Enfin, sur la question, je crois que c'était des libéraux de santé que vous m'avez posé la question, je leur ai indiqué hier que des négociations étaient ouvertes avec l'assurance maladie pour que les libéraux puissent bénéficier d'une compensation de perte de revenus, c'est normal. Et ils pourront bénéficier, pour ceux qui le souhaitent, même de dispositifs d'avance. Les conditions opérationnelles pratiques sont à voir avec l'assurance maladie, mais j'en ai informé personnellement la plupart des syndicats libéraux déjà hier. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est au questeur Rémy Pointereau pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, Monsieur le questeur. Oui, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les ministres et chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Madame la ministre, nous savons tous que la priorité aujourd'hui est la sécurité sanitaire et la santé de nos concitoyens. Malgré tout, plusieurs sujets d'ordre économique doivent être et devront être rapidement appréhendés. Le premier concerne le fonctionnement de la Poste et cela a été dit par ma collègue, la fermeture de nombreux guichets et une distribution de courrier seulement 3 jours de suite par semaine est inacceptable, car elle ne correspond pas au principe de continuité du service public des entreprises ou des personnes isolées en milieu rural notamment. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour garantir l'application et le respect du principe de continuité du service public, notamment de la Poste? Le deuxième sujet concerne la situation économique des petits commerçants. La crise qu'ils traversent les expose de plus en plus au risque de faillite. Pendant qu'on leur demande de fermer boutique car leur activité n'est pas jugée prioritaire, les grandes surfaces continuent de vendre des produits qui ne relèvent pas des besoins primaires. Quid des géants du e-commerce tels Amazon, pour qui la crise constitue une aubaine économique sans égale, et la distorsion de concurrence entre commerce numérique et physique, déjà importante, s'en retrouve renforcée. Madame la ministre, envisagez-vous de prendre des mesures pour rééquilibrer la situation de sorte à ce que le commerce de proximité ne soit pas lésé et puisse être compensé pour cette période de confinement? Et enfin, le troisième sujet concerne les pertes d'exploitation des artisans, commerçants, TPE et professions libérales qui désespèrent de la situation, d'autant que les contrats d'assurance ne couvrent pas ces pertes. Aussi, l'État a proposé 300 milliards de garanties de prêts bancaires, c'est une bonne chose. Madame la ministre, pourquoi ne pas confier ne serait-ce que 5% de ce montant aux compagnies d'assurance pour leur demander de couvrir les pertes d'exploitation des nombreux professionnels en détresse au titre des catastrophes sanitaires? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pointereau. S'agissant de la question du fonctionnement de la continuité de service de la Poste, nous avons éclairé cette situation et effectivement, vous avez raison, le gouvernement va se mobiliser pour assurer que tous les jours de la semaine, il y ait cette continuité de service, que la presse continue à être distribuée, y compris en début de semaine, et que les services de proximité que la Poste assure, notamment auprès des plus vulnérables et auprès des personnes âgées, continuent également d'être assurés, avec cette idée que dans les zones rurales, il est particulièrement important que cette continuité de service ait lieu. S'agissant des assurances, c'est également une question qui a été posée sur ces bancs. La perte d'exploitation, je le redis, la réponse que nous y apportons, qui est une réponse rapide, immédiate, les TPE peuvent aujourd'hui déposer leur dossier pour bénéficier d'une première tranche de 1 500 € qui sera payée dans les prochains jours, qui va venir
je dirais, complémenter des pertes de revenus, des pertes d'exploitation de manière immédiate. Elles pourront bénéficier de 2 000 € additionnels. Nous le mettons en place avec l'appui des collectivités locales. Je remercie ici les régions qui ont totalement joué le jeu dans cet exercice et des autres collectivités locales qui se signalent spontanément pour accompagner ce mouvement, ainsi que les entreprises et les assureurs, puisque 200 millions d'euros viendront des assurances pour accompagner les entreprises. Je rappelle aussi que ces mêmes petites entreprises bénéficient du report des charges sociales et fiscales et qu'elles peuvent, si elles sont en difficulté de trésorerie, immédiatement demander des dégrèvements d'impôts directs. Enfin, vous m'interpellez sur la situation du e-commerce par rapport aux petits commerçants. Je vais d'abord dire que 76% des sites de e-commerce voient leurs ventes baisser, plus de la moitié à hauteur de plus de 50%. Donc la situation de consommation, elle, manifestement, elle s'applique aussi bien au e-commerce qu'aux petits commerçants. Je veux également dire que les petits commerçants peuvent continuer à vendre en e-commerce. Nous avons mis en place toute une série d'instruments à leur disposition sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, une offre gratuite ou à des tarifs préférentiels donnés par ces plateformes de e-commerce. Je pense que c'est une très bonne idée qu'elles aillent voir ces dispositifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à notre collègue Laurence Rossignol pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'imagine que vous avez pris connaissance de l'appel qui a été publié hier à l'initiative d'une centaine de médecins qui ont été ensuite rejoints par le directoire de la PHP dans leur interpellation et qui est soutenu par de nombreuses personnalités. Cet appel propose 3 mesures pour garantir l'accès de toutes les femmes à l'IVG pendant la crise sanitaire. Parce qu'en effet, ces médecins ont observé qu'à la fois le cumul de l'enfermement que constitue le confinement pour un bon nombre de femmes, mais aussi pour des jeunes filles, pour des mineurs, et les effets des organisateurs de la crise sanitaire dans les services hospitaliers met en danger la garantie pour toutes les femmes d'accéder à une IVG pendant la crise sanitaire. D'autant que nous n'avons plus le filet de sécurité des avortements hors délai à l'étranger puisqu'on ne peut pas circuler. Ces médecins vous demandent de débloquer 3 verrous pendant la durée de la crise. Premièrement, allonger de 2 semaines le délai légal pour les IVG par aspiration. Deuxièmement, allonger de 2 semaines le délai légal de l'IVG médicamenteuse. Troisièmement, lever l'obligation du délai de 48 heures entre la première consultation et la pratique de l'IVG pour une mineure. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ces 3 propositions ? Monsieur le ministre, que répondez-vous à ces 3 propositions ? Rien de grave ? Bon. Ne vous inquiétez pas, continuez. La parole est à monsieur Olivier Véran. Madame la sénatrice Laurence Rossignol, sans même attendre d'avoir lu la tribune dont j'ai évidemment pris connaissance et je m'en suis entretenu avec Marlène Schiappa dès hier, suite à votre première interpellation, j'avais activé mes services. Je vous confirme que j'ai des remontées de territoire attestant du fait qu'il y a une réduction inquiétante du recours à l'IVG dans les conditions qui sont très bien citées dans la tribune et pour lesquelles vous m'aviez déjà interpellé la dernière fois. Je vous avais promis de regarder le sujet parce que mon engagement est total sur ce sujet et vous me donnez l'occasion de vous répondre sur le fond aujourd'hui. D'abord vous dire très clairement qu'il est hors de question que l'épidémie de Covid-19 restreigne le droit à l'avortement dans notre pays. Plusieurs dispositions qui sont à instruction et qui vont être prises dans les plus brefs délais pour la plupart d'entre elles. D'abord, rappelez que pendant l'épidémie, les IVG médicamenteuses doivent être encouragées, facilitées, tout en garantissant un libre choix pour les femmes. J'ai demandé à mes services de travailler sur une plus grande utilisation de la téléconsultation, que la première consultation et que la consultation de suivi après prise de la pilule contraceptive abortive puissent être faites par téléconsultation et non en présentiel. Restera alors la question de la consultation au cours de laquelle est délivrée la pilule abortive. Sur ces questions-là, j'ai entendu la demande des gynécologues de repousser le délai de réalisation des IVG médicamenteuses en ville et à domicile de 7 à 9 semaines. On est là sur des questions techniques, à savoir qu'il ne faut pas briser la chaîne du froid parce que cette pilule se conserve dans des conditions congelées et donc nous sommes en train de regarder ce qu'il est possible de faire sans prendre de risques dans la chaîne du médicament, mais je le dis, je n'ai pas d'opposition de principe avec cette mesure. Vous dire que les téléconsultations ont pris un essor incroyable et que ça devrait permettre aussi de
répondre aux problématiques de la consultation avant et après. J'ai demandé à toutes les équipes des centres IVG et hospitalières de maintenir le recours à l'IVG instrumentale. Enfin, sur la question des recours tardifs, nous sommes en train de regarder, il existe une cause d'interruption médicale de grossesse, donc qui ne répond pas à la question des délais pour des raisons de détresse psychosociale. Et la question est de savoir, dans une décision collégiale, une fois que nous serons sortis du confinement, si effectivement on peut considérer qu'une jeune femme qui n'aurait pas pu aller en consultation pour bénéficier d'un avortement dans les conditions classiques peut répondre à ces conditions de détresse psychosociale. Vous ayant dit cela, vous comprenez ma position personnelle. Des réponses très claires seront apportées à l'ensemble de ces sujets en lien avec les gynécologues et avec ma collègue Marlène Schiappa. Je vous remercie. Madame Rossignol. Merci Monsieur le Ministre pour vos réponses sur l'IVG médicamenteuse. Effectivement, je crois qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent. La Grande-Bretagne est passée hier à 10 semaines pour les IVG médicamenteuses, même si on peut considérer que c'est pas si simple que ça, l'IVG médicamenteuse, mais c'est quand même la preuve que c'est possible. En ce qui concerne l'IVG par aspiration, écoutez Monsieur le Ministre, quand je vous ai interpellé il y a 2 semaines ici, j'avais pas simplement fait une interpellation, j'avais déposé un amendement qui, s'il avait été voté, si vous n'aviez pas émis un avis défavorable, si vous n'aviez pas fait rejeter mon amendement, aurait été adopté. Oui, c'est Madame Pénicaud qui, en votre nom, a émis un avis défavorable sur cet amendement. S'il avait été adopté, nous aurions l'allongement du délai légal de 2 semaines. On a bien dérogé au code du travail, on a bien dérogé au code des assurances, on pouvait déroger à tous les codes, sauf au code de la santé publique pour allonger les délais d'IVG. Je le regrette profondément parce que l'IMG sera peut-être une solution, mais ce n'est pas la meilleure des solutions pour les femmes, surtout l'IMG à la fin du confinement. Merci. La parole est à notre collègue Michel Laugier pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question au nom du groupe Union centriste porte sur l'absence de mesures sanitaires à l'accueil des Français rapatriés dans les aéroports. Cette question relaie une question écrite que notre collègue Olivier Cadic, sénateur représentant les Français de l'étranger, vous a posée la semaine dernière, Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Depuis, ces inquiétudes n'ont cessé de se confirmer via son réseau qui couvre le monde entier. Si 10 000 de nos compatriotes, selon le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, se battent encore pour se faire rapatrier, et permettez-moi de leur adresser un message de soutien et de solidarité, car ils se retrouvent parfois dans des situations bien difficiles. Les 120 000 personnes rentrées depuis 2 semaines n'ont eu droit à aucune information à leur arrivée en France. Aussi incroyable que cela puisse paraître, aucune mesure spécifique n'encadre le retour des Français sur le territoire national. Aucune mesure de protection n'a été mise en place. Même s'ils arrivent d'un pays à risque, on ne les met pas en quarantaine comme on avait pourtant commencé à le faire avec les Français revenant de Wuhan en Chine. On ne les interroge même pas sur leur parcours. Pas d'informations non plus. Certains ne savent même pas que nous sommes en confinement général, dont pas d'injonction à se confiner eux-mêmes. À l'évidence, l'état de guerre sanitaire n'est pas déclaré dans les aéroports. Une réalité qui tranche avec les mesures prises par de nombreux pays où les voyageurs sont interrogés sur leur état de santé et à qui on recommande de se confiner. Monsieur le ministre, comment se fait-il que des mesures de rapatriement aussi drastiques à l'origine pour ceux revenant de Wuhan aient pu laisser la place à un tel laisser-aller dans les aéroports ? Et comment justifiez-vous que les Français soient confinés mais qu'aucune mesure sanitaire n'organise l'accueil de nos rapatriés ? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur Véran, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Laugier, si vous interrogez les 1000 Français qui sont actuellement dans des caravanes, qui sont revenus par l'Espagne du Maroc et qui sont arrivés sur un gros ferry à Sète et que vous leur demandez si ce que vous décrivez dans votre question reflète la réalité, je crois qu'il y a 1000 personnes qui vous diront que ce n'est pas vraiment la réalité. Parce que ces 1000 personnes sont confinées dans leur caravane, qu'elles ont reçu individuellement des consignes, prise de température, vérification des conditions sanitaires, leur permettant, pour ceux qui ne présentent pas de symptômes, d'aller se confiner chez eux, et pour ceux qui présentent le moindre symptôme, d'être immédiatement adressés au 15. Elle est là la réalité, monsieur le sénateur. Donc je suis très surpris par la teneur de cette question.
je peux comprendre qu'il y a peut-être des gens qui ont pu réintégrer le territoire et qui considèrent qu'ils n'auraient pas eu le juste niveau d'information. Mais la réalité, et je vous propose d'interroger vos collègues sénateurs de Sète et de ce magnifique territoire péri-montpelliérain, qui vous confirmeront que le ministre de l'Intérieur a mis tout en œuvre pour que les conditions de sécurité sanitaire soient totalement respectées. Ensuite, sur les informations apportées à toute personne qui arrive dans un aéroport. Elles sont affichées dans notre pays depuis le 18 janvier. Le 18 janvier. Là, beaucoup d'aéroports ont fermé, c'est-à-dire le cas maintenant pour Orly. Certains restent ouverts. Il y a des services sanitaires qui sont sur place 24 heures sur 24, pour répondre à toute demande, être capable de prendre la température et d'adresser toute personne suspecte d'être malade directement dans les structures de soins. Toutes les conditions d'hygiène, les gestes barrières sont affichés en grand format dans toutes les stations de métro, de bus, de train et d'aéroports qui fonctionnent encore. Pour ceux qui fonctionnent encore, beaucoup ont fermé s'agissant des aéroports, je vous le disais. Quant aux conditions de quarantaine et de confinement chez soi, elles sont à appliquer, elles sont appelées, elles sont rappelées à tout Français qui rentre sur le territoire. Et parfois, quand ce sont des arrivées groupées, je reprends une dernière fois mon exemple de Sétois, posez-leur la question, vous verrez qu'encore une fois, la réalité et la pratique, elle est là. Merci. Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, je veux, au nom du Sénat et en mon nom personnel, rendre un hommage particulier à Jean-Louis Schroedt-Girard, qui a quitté ses fonctions de secrétaire général du Sénat hier, au terme d'une carrière de 38 années au service de notre institution. Son départ intervient dans les circonstances si particulières de l'urgence sanitaire à laquelle une grande partie de l'humanité est aujourd'hui confrontée. Je peux et je veux témoigner que jusqu'au bout, Jean-Louis Schroedt-Girard aura été à nos côtés pour piloter l'administration sénatoriale, à laquelle je rends une nouvelle fois hommage pour sa réactivité et son efficacité, pour permettre à notre institution de continuer à tenir toute sa place à travers la grave crise que nous traversons, et aux sénateurs, qu'ils soient présents ici ou qu'ils nous regardent ou qu'ils ne nous regardent pas à cet instant, d'accomplir leur mission. Tout au long de votre carrière, cher Jean-Louis Schroedt-Girard, dans les fonctions diverses de chef du secrétariat, notamment d'une excellente commission, la commission des affaires économiques et du plan, dans vos fonctions de directeur de mon cabinet de 2008 à 2011, vous avez exercé pendant toutes ces années, puis pendant 2 années et demie au poste de secrétaire général, une fonction, vous avez été, chacun le sait, une force de proposition pour adapter notre organisation aux exigences d'un Sénat, à l'écoute des territoires et des citoyens. Vous avez été à la fois un vrai réformateur, au-delà de la formule de Wittenberg, et un chef de corps apprécié des sénateurs et de vos collègues. Ces dernières semaines, vous les avez passées ici, totalement, à votre poste, travaillant pour permettre à notre Assemblée de continuer sa mission constitutionnelle. Je voudrais vraiment vous en remercier. L'ensemble des sénateurs, ceux présents, ceux derrière leur écran, ceux qui sont dans leur territoire à pied d'œuvre pour faire remonter les préoccupations de nos concitoyens, je le sais, se joignent à moi pour saluer votre action et vous souhaiter bon vent pour votre vie après le Sénat. Et j'adresse en votre nom à tous nos meilleurs souhaits au nouveau secrétaire général du Sénat, Éric Tavernier, dont je tiens à dire qu'après celle du bureau, il a toute la confiance du Sénat et des sénateurs. Voilà, mes chers collègues. Vous avez les seuls applaudissements de la journée, il faut en profiter, Monsieur Schroedt-Girard. Je vais maintenant lever la séance en vous remerciant, Monsieur le Premier ministre. Madame et Messieurs les ministres, je crois, Monsieur le Premier ministre, nous nous retrouverons demain dans une conférence élargie à 9h30 pour faire un point. Prochaine séance le mercredi 8 avril à 15h. Et j'annonce pour la conférence des présidents que nous nous réunirons sans doute la semaine prochaine, à une date que nous déterminerons par consensus les présidents de groupe, soit mardi en fin d'après-midi, soit mercredi en fin de matinée, pour faire un point pour nos travaux. La séance est levée.
Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement consacrée à l'épidémie de coronavirus et à la crise sanitaire. Les sénateurs ont notamment interrogé le gouvernement sur les problèmes d'équipement des hôpitaux actuellement pendant cette crise sanitaire. Et regardez, la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher a défendu l'accélération du gouvernement, notamment pour inciter à la production d'équipements. Écoutez-la. 4 milliards d'euros, c'est effectivement l'enveloppe massive qui est aujourd'hui mise à disposition des hôpitaux pour permettre de s'approvisionner en matériel complémentaire. Mais je crois que le ministre de la Santé a été très clair sur le plan qui a été anticipé et mis en œuvre depuis le début de cette crise pour approvisionner l'ensemble des hôpitaux, l'ensemble des centres hospitaliers, à un moment où les consommations de masques, de gel hydroalcoolique, de médicaments sont multipliés par 10, parfois par 100, parfois par 1000 au plan mondial. Donc le sujet n'est pas d'aller réquisitionner ou d'aller nationaliser. Ce n'est pas ça qui va permettre de fabriquer plus de masques ou plus de gel hydroalcoolique. Le sujet aujourd'hui, c'est d'entraîner notre industrie comme nous sommes en train de le faire. Comme nous sommes en train de le faire en ayant porté la production de masques de 13,5 millions en France à plus de 40 millions au mois d'avril. Comme nous sommes en train de le faire en mobilisant le réseau d'achat, notamment Santé publique France, qui a acheté plus d'1 milliard de masques et aujourd'hui qui est étayé par des acheteurs privés, près de 150 qui sont en appui pour équiper l'ensemble des Français. Et comme nous sommes également en train de le faire avec le gel hydroalcoolique, puisque nous avons multiplié par 10 la production de gel hydroalcoolique et nous allons construire en 50 jours autant de respirateurs que la France en a produit en 3 ans. L'industrie est donc mobilisée dans cette crise sanitaire. Les citoyens français le sont également. Et pour en parler, j'accueille Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation. Bonjour Gabriel Attal. Alors, vous l'avez annoncé durant cette séance de questions d'actualité, 250 000 Français se sont déclarés volontaires pour participer à la réserve civique Covid-19. Quels sont les besoins de cette réserve civique? Est-ce que vous avez des chiffrages sur les besoins? On a réuni très tôt avec Jean-Michel Blanquer, Olivier Véran, Christelle Dubos, les grands réseaux associatifs pour identifier avec eux les besoins. Il y a des actions associatives qui ont pu être suspendues, l'essentiel d'entre elles pendant le confinement, mais il y a des actions qui sont vitales, notamment l'aide alimentaire aux plus démunis, le lien avec les personnes vulnérables et isolées, et pour cela il y a besoin de bénévoles. Or, ce que nous disent les associations, c'est que 30% à 50% de leurs bénévoles réguliers, habituels, ont plus de 70 ans et donc évidemment ils leur ont demandé de rester confinés chez eux le plus souvent possible et donc de suspendre leur activité bénévole. C'est autant de bras qu'il faut trouver pour permettre aux libres services sociaux, aux points de distribution des Restos du Cœur d'ouvrir et d'avoir leur activité qui est absolument vitale. Donc 250 000 Français, c'est un élan de solidarité absolument exceptionnel et inédit, ont rejoint la réserve civique. 50 000 d'entre eux sont déjà engagés dans une mission. D'autres missions sont en train d'arriver progressivement sur la plateforme. Moi, j'appelle les associations et les collectivités locales qui ont des besoins de renforts bénévoles à les déclarer sur la plateforme. Maintenant, l'important, je continue à le dire, c'est de rester chez soi. Il ne s'agit pas de sortir pour sortir. Il s'agit de sortir quand c'est nécessaire pour des activités associatives qui sont vitales pour beaucoup de Français. Et on a besoin pour cela de cette mobilisation. Alors, un bel exemple de solidarité, vous le disiez, mais dans le même temps, plus de la moitié des Français ne font pas confiance au président de la République, Emmanuel Macron, pour gérer cette crise sanitaire. Comment vous expliquez cette défiance? On est dans un moment de grande inquiétude chez les Français et c'est légitime. Moi, je l'entends totalement. Les Français sont inquiets, se posent des questions et c'est tout à fait normal. Ce que je peux dire, moi, de ce que je vois dans la majorité, ce que je vois au gouvernement, c'est qu'on a un gouvernement qui est pleinement mobilisé et qui fait du mieux qu'il peut pour affronter cette crise et pour relever Et alors, dans cette crise sanitaire, est-ce que les responsables politiques d'opposition doivent critiquer la gestion sanitaire du gouvernement? Moi, je considère que responsable politique est fondé, légitime à poser des questions. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été ici avec le Premier ministre, avec des collègues ministres, pour répondre aux questions d'actualité au gouvernement. C'est pour ça que le Premier ministre et mon collègue Olivier Véran seront auditionnés à l'Assemblée nationale tout à l'heure. C'est légitime pour des représentants de la nation de poser des questions sur la manière dont cette crise est affrontée. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Gabriel Attal, d'avoir répondu à mes questions. Et je vais maintenant accueillir Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat. Alors, Bruno Retailleau, on a parlé dans cette séance de questions
questions d'actualité, eh bien, déjà de l'après-confinement, de la sortie de la période de confinement, avec une accélération notamment de la production de tests, des tests rapides sérologiques qui vont également être produits. Comment on fait pour sortir de cette période de confinement? Est-ce qu'il faut être prudent et la faire durer assez longtemps? D'abord, on essaie d'avoir un coup d'avance parce que souvent aujourd'hui, on a eu le sentiment d'avoir un coup de retard sur le dépistage massif et puis sur les masques. C'est fondamental la sortie du confinement parce que ça va définir si oui ou non on aura une seconde vague pour le virus avec encore des morts. Donc je crois que c'est important. C'est maintenant qu'on la prépare. Il faut vraiment qu'enfin on puisse anticiper. Nous avons proposé avec Catherine Deroche, du reste on n'a pas eu de réponse pour l'instant, que les laboratoires d'analyse dans les départements, vous savez, dans les départements, on a 75 structures qui sont extrêmement pointues, notamment en termes de recherche moléculaire, en termes notamment d'analyse, et il faut les mobiliser. Et pour l'instant, ils n'ont pas l'autorisation. Et je pense que le moment est venu, je le dis solennellement, il faut que on puisse bousculer la technocratie, la bureaucratie française. Il faut faire sauter les obstacles parce qu'on n'arrivera pas justement à anticiper si on reste totalement coincé dans des vieux schémas. Et là, on a besoin de tout le monde. Le déconfinement, la sortie du confinement ne se fera que si on est capable d'avoir un dépistage massif et notamment sérologique pour voir quelle partie de la population est immunisée. On ne pourra pas le faire si on ne mobilise pas toutes les troupes. Alors, on parlait du dépistage. Parlons maintenant des traitements. Ces dernières semaines, vous avez défendu la molécule chloroquine et notamment la généralisation de ce traitement. Mais ces derniers jours, on voit qu'il y a des effets secondaires indésirables dans les patients qui prennent de la chloroquine, parfois même des cas mortels. Est-ce qu'il faut quand même rester prudent avec la chloroquine? Non, mais un médicament, il ne faut jamais le prendre à la légère. Moi, j'ai jamais demandé la généralisation. J'ai toujours demandé qu'on puisse d'abord l'utiliser en milieu hospitalier et puis ensuite en médecine de ville, mais toujours prescrit par des médecins. Simplement qu'on voit bien qu'un certain nombre d'études, comment dirais-je, montrent que la chloroquine est importante, notamment parce qu'elle permet de ne pas passer d'une forme peu sévère, c'est-à-dire bénigne, à une forme beaucoup plus grave. Et il ne faut pas là encore la... Là aussi, il ne faut pas qu'il y ait une bureaucratie qui puisse, si j'ose dire, nous empêcher d'avancer. De toute façon, quel est le traitement? Quel est aujourd'hui le traitement alternatif? On n'en a pas. Or, la chloroquine, on connaît les contre-indications cardiaques et autres. Vous savez, si vous êtes aujourd'hui, par exemple, allergique à l'aspirine, vous prenez de l'aspirine et vous allez faire un œdème de Quick. Donc chaque médicament doit être prescrit avec un médecin, avec des contre-indications, mais ne nous privons pas, je pense, de cette molécule associée à une autre, notamment en matière d'antibiotiques. C'est comme le professeur Juvin. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Puisqu'on a des vies humaines aujourd'hui qui malheureusement sont mises en danger, on a des morts. Je crois que là aussi, il y a un certain nombre d'études, mais il faut les accélérer. Et là encore, de grâce, pas de bureaucratie. Voilà, pas de chicaya avec des querelles d'ego. Je pense qu'il est important maintenant de se saisir aussi de toutes les opportunités, à condition évidemment que ces opportunités ne présentent pas trop de risques. Dernière question à Bruno Retailleau. Le président de la République hier a un peu dénoncé les critiques contre son gouvernement dans la gestion de cette crise sanitaire. Il a notamment dénoncé ceux qui veulent faire un procès au gouvernement alors que nous n'avons même pas gagné cette guerre sanitaire. Est-ce que les opposants politiques au gouvernement ont le droit de critiquer sa gestion? Non, mais moi je crois à l'unité nationale. Je ne suis pas de ceux qui vont se lancer dans des procès aujourd'hui alors qu'il faut gagner une bataille, une guerre, encore une fois. Je pense que le président de la République ne doit pas, dans ses discours, comment dirais-je, faire la leçon aux uns ou aux autres. On attend qu'il soit le père de la nation. Je pense qu'il n'a pas intérêt justement à souligner ces divisions probables. Nous, on a un devoir justement de responsabilité qui est ce devoir d'unité, mais le devoir d'unité, il va avec le devoir de vérité. Je pense que les Français ont du bon sens et le gouvernement doit aussi des réponses aux questions que se posent légitimement les Français. Donc bien sûr, devoir d'unité, mais aussi vigilance. Et nous sommes ici, au Sénat, le relais des questions que se posent aujourd'hui tous nos compatriotes. Merci beaucoup, Bruno Retailleau, d'avoir répondu à mes questions. Et je vais maintenant accueillir le président du groupe centriste au Sénat, Hervé Marseille, après cette séance de questions d'actualité au gouvernement consacrée au coronavirus et à cette crise sanitaire. Bonjour, Hervé Marseille. Bonjour. Alors, durant cette séance, il a été aussi question des assurances et de leur rôle pour soutenir les entreprises dans la crise économique qui va se dérouler face au coronavirus. Est-ce qu'il faut être plus ferme avec les assurances, avec le monde de la finance pour mettre la main au portefeuille et soutenir l'économie?
À l'évidence, il faut aussi penser à la sortie de la crise, parce qu'aujourd'hui, on ne se bat pas contre la maladie, on protège les Français, c'est fondamental, mais il faut aussi penser à ce qui va se passer dans quelques semaines. On voit bien que de très nombreuses entreprises vont être en grande difficulté. Le chômage va augmenter, il y a beaucoup de Français qui vont souffrir également sur le plan financier. Et donc il faut penser à toutes ces PME, ces TPE, à toutes ces professions libérales qui aujourd'hui sont au bord de la route et qui vont souffrir. Alors le gouvernement a mis en place un certain nombre de dispositifs, c'est important, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut davantage de précision, il faut y avoir accès. On voit bien que les conditions d'accès, il y a embouteillage parce que tout le monde essaie d'accéder par les moyens numériques qu'il a à sa disposition et qui sont inégaux suivant les endroits où on se trouve, parce qu'il y a aussi des zones blanches toujours dans ce pays. Et c'est dans ces périodes qu'on s'en rend compte de façon extrêmement préoccupante. Donc, les assurances, comme les entreprises qui, elles, fonctionnent bien, doivent être mises à contribution. Il y a des entreprises qui profitent de la crise, on le voit bien. Et donc, dans cette inégalité, il faut que ceux qui vont bien ou ceux qui sont là pour protéger payent pour ceux qui vont mal. Est-ce qu'il faut mettre également à contribution les plus fortunés? Par exemple, Gérald Darmanin a fait un appel aux dons, une sorte de coronaton pour soutenir l'effort national. Je ne crois pas que ce soit à haut niveau et à la hauteur. Je pense qu'il faut trouver des solutions qui soient plus adaptées et qui soient plus en rapport avec ce qu'est la France. Je veux dire, on a des entreprises importantes. Celles-là sont épargnées. Souvent, elles ont une part de capital national. Je pense à EDF, à Air France ou à d'autres grandes entreprises. Là, c'est l'État qui devra massivement intervenir pour les protéger. En revanche, moi, je pense surtout à toutes ces petites entreprises, celles qui constituent le tissu économique de notre pays, qui créent l'emploi et qui, demain, vont être en grande difficulté et n'ont pas de trésorerie. Et donc, la première chose à faire, c'est non pas de reporter, mais d'annuler les charges qu'elles doivent payer. Parce qu'elles n'ont pas pu travailler en mars, elles n'ont pas pu travailler vraisemblablement en avril, elles pourront difficilement travailler en mai. Donc ce n'est pas en reportant les charges qu'on va les aider. Il va falloir à un moment donné annuler ces charges parce que si on veut créer un appel d'air, si on veut les aider, eh bien, il faut aller à l'annulation et non pas au report. Et pourquoi le gouvernement refuse d'annuler tout de suite ces charges? Je pense que le gouvernement travaille à l'évaluation parce qu'on a déjà dépensé beaucoup d'argent. C'était nécessaire et je pense qu'il faut savoir de quelle évaluation on parle, de quelle date à quelle date, et également de quel type d'entreprise. Ça ne peut pas être toutes les entreprises. Encore une fois, il y a des entreprises très importantes, elles ont certainement aussi leurs difficultés. Ce n'est pas du même niveau que les entreprises de bâtiments publics avec quelques salariés ou à ces PME qui sont dans les villages et les villes de France et qui souffrent aujourd'hui, qui sont à l'arrêt. Hervé Marseille, une question sur les élus locaux. Les élus locaux payent un lourd tribut durant cette crise sanitaire. Beaucoup de communes ont perdu leur maire à cause du coronavirus. Beaucoup d'élus ont disparu. C'est dû à la campagne municipale? C'est en tout cas dû au fait qu'ils sont en première ligne. Parce que quand il y a une crise comme celle-là, et on l'avait vu avec une autre crise qui était celle des Gilets jaunes, ceux qui sont devant, ceux qui sont en première ligne, ce sont pour l'État, les préfets, et pour le terrain, les maires. La vie française, c'est bien sûr l'armée, la police, la gendarmerie, mais c'est surtout les maires et les préfets qui sont en première ligne. Les élus, ils étaient au contact de la population, ils sont toujours là. La maison commune, que ce soit une petite ville, une grande ville, c'est vers les élus qu'on se tourne, parce que c'est la proximité, c'est eux qui apportent des réponses, ils payent le tribut, et je pense notamment à mon ami Patrick Devedjian, qui est décédé il y a quelques jours. Patrick Devedjian, président du département des Hauts-de-Seine et ancien ministre. Merci beaucoup. Mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres. Merci beaucoup, Hervé Marseille, d'avoir répondu à mes questions. Et je vais maintenant accueillir la sénatrice communiste du Pas-de-Calais, Cathy Apourceau-Poly. Bonjour Cathy Apourceau-Poly. Alors vous avez interrogé le gouvernement aujourd'hui sur les problèmes d'équipement des hôpitaux, le manque de masques, le manque de respirateurs, le manque de tests. Et la ministre Agnès Pannier-Runacher vous a répondu en vous expliquant que la réquisition de l'industrie pharmaceutique, ce n'était pas la solution. Oui, évidemment, c'est ce qu'elle pense. En tous les cas, j'ai demandé évidemment que l'on réquisitionne et que l'on nationalise les entreprises parce qu'aujourd'hui, on est dans des besoins énormes. Tous les jours, il n'y a pas une journée où nous n'avons pas des SOS de la part de soignants, que ce soit les hôpitaux, les pharmaciens, les médecins, les infirmières. Ils n'ont pas de matériel. Aujourd'hui, il nous faut de l'oxygène, il nous faut du curare, il nous faut des masques, il nous faut des tests
tests pour pouvoir, en nombre, en très grand nombre, il faut faire maintenant les tests à la population. D'accord. Merci beaucoup Cathy Apourceau-Poly. C'est la fin de cette émission spéciale pour les questions d'actualité au gouvernement ici au Sénat. Je voudrais remercier toutes les équipes de Public Sénat sur place et à distance qui ont rendu possible cette émission. Et puis pour continuer à vous informer sur cette crise sanitaire, n'hésitez pas à aller sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.